Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Il est 18h30, on démarre à l'heure. Merci d'être avec nous ce soir pour ce webinaire consacré à l'assurance vie et plus particulièrement à la gestion pilotée au sein de votre contrat Boursorama Vie. Et oui, parce qu'on sort d'une année 2022 compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire sur les marchés, et il nous semblait important de faire un bilan avec vous et aussi d'évoquer les perspectives de nos partenaires pour cette année 2023 et leur impact sur les différents mandats de gestion, que ce soit ceux pilotés par Edmond Rothschild Asset Management ou par Sycomore Asset Management. On va en profiter aussi forcément pour rappeler les principales caractéristiques du contrat Boursorama Vie et les dernières nouveautés lancées. Et pour faire le point avec moi sur le sujet ce soir, j'ai fait le plein d'experts. On va commencer par Olivier Quinty, responsable des gestions pilotées. Bonsoir Olivier. Bonsoir Laurent. Delphine Arnaud, gérante allocataire. Bonsoir Delphine. Bonsoir Laurent. Tous les deux chez Edmond Rothschild Asset Management. Alexandre Taïeb, gérant allocataire chez Sycomore Asset Management. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Laurent. Et roulement de tambour, elle fait son grand retour sur les plateaux. Caroline Chanzy, chef de produit assurance vie chez Boursorama. Bonsoir Caroline. Bonsoir Laurent. Ah, vous nous avez manqué. Alors je le dis à chaque fois, je radote. Ce moment est le vôtre. N'hésitez pas à poser vos questions en direct. On est ensemble pour 45 minutes, 1 heure. Il y a eu pas mal de questions qui ont déjà été posées au moment de l'inscription. On prendra, comme à chaque fois, un moment à la fin de la présentation pour y répondre. Sans plus attendre, on va se lancer. On s'était dit, Caroline, qu'avant de plonger dans le bain, on voulait revenir, alors peut-être pas dans le détail sur le contrat Boursorama Vie, il y a beaucoup de choses à dire. Puisque en plus les gens qui nous regardent en ont déjà un, donc ils connaissent le produit, si je puis dire. Mais on peut commencer tout simplement par rappeler, parce que ça concerne tout le monde, les deux grands modes de gestion du contrat d'assurance vie Boursorama Vie. Oui, tout à fait Laurent. Je voudrais tout d'abord rappeler que dans le contexte actuel, l'assurance vie reste tout de même un placement incontournable, de par la richesse des supports proposés, la flexibilité du produit, puisqu'on peut réorienter facilement son épargne en fonction du contexte et de ses objectifs, et la disponibilité des fonds, puisqu'on a toujours le rachat partiel disponible en 72 heures. Et on ne le rappellera que trop, la fiscalité privilégiée, que ce soit sur les retraits ou la transmission successorale. Ouais. Toujours bien d'avoir un petit contrat d'assurance vie avec soi. Tout à fait. Donc, comme vous le disiez, deux modes de gestion, la gestion libre d'un côté, la gestion pilotée de l'autre. On reviendra plus en détail sur la gestion pilotée juste après. Je voulais juste faire un petit focus sur la gestion libre puisque les taux de rendement des fonds euros viennent d'être servis. Donc, petite précision, donc, Euro Exclusif et Eurocima côté Boursorama Vie et Netissima pour nos clients ex-ING. Oui. Donc, Euro Exclusif qui a servi entre 2,30 et 2,60 pour 2022. Donc, l'écart se matérialise par un bonus de 0,30 qu'on a servi à nos clients qui avaient une part en unité de compte supérieure à 50% au 31/12 de l'année dernière. D'accord. Donc juste préciser que cette offre est renouvelée pour 2023 et elle est même augmentée puisque le bonus sera de 0,50. D'accord. Donc on rappelle, si vous avez plus de 50% du contrat en unité de compte. C'est ça, au 31/12 et au moment du versement de la participation au bénéfice. Eurocima 1,30 et Netissima aussi, selon la part en unité de compte, on va de 1,53 à 3,06, mais les clients anciennement ING sont habitués à ce dispositif puisqu'il courait depuis plusieurs années et il sera renouvelé l'année prochaine. Bon. Voilà. Et donc, à côté des fonds euros, on a toujours nos supports en unité de compte. Donc, on a environ 400 OPC, une trentaine de TF, une quarantaine de titres vifs, toujours. Et sur les nouveautés de l'année dernière... Nouveautés quand même, on peut y revenir. Exactement. On a lancé une offre de private equity avec 3 FCPR qu'on a décidé de rendre accessibles dès 25 euros. Donc, c'est des produits qui sont généralement plutôt orientés banque privée, qu'on a décidé de rendre très accessibles à nos clients, toujours 100% en ligne. Donc ça, c'était la petite innovation de la fin de l'année dernière. Et à côté de ça, donc le contexte qu'on va évoquer juste après, mais de taux qui nous permet de reproposer des produits à capital garanti avec un rendement assez intéressant. Donc on a lancé en décembre de l'année dernière le produit Sérénité Coupon 2025, qui est donc un produit à capital garanti à échéance 2 ans, donc avec une fenêtre de souscription d'1 mois et qui permet donc une véritable alternative aux fonds euros, puisque ça allie sécurité et rendement. Et donc, ce produit qui a été un véritable succès sur la fin de l'année, on a décidé donc de renouveler cette opération. Donc, tous les mois sur 2023, on va proposer un produit à capital garanti. D'accord. Donc, avec un taux qui évoluera en fonction des marchés et de ce qu'on peut proposer. Et donc en ce moment, on a Sérénité Coupon février 2025. Donc la fenêtre de souscription s'est ouverte hier, jusqu'au 28 février. Jusqu'au 28 février pour souscrire ce produit, notez-le bien. Avec un rendement donc, de 2,50 net par an pendant 2 ans.
Voilà. Et je veux juste préciser que tous les ajouts de support qu'on fait côté Boursorama Vie, on les fait également pour nos anciens clients ING. Donc ils peuvent retrouver les fonds de private equity, le Sérénité Coupon, et également sur 2023, on va élargir l'offre de support immobilier, donc avec des OPCI, des SCI et une SCPI. Donc plein de nouveautés quand même à venir sur cette année. Exactement. Bon, voilà sur la gestion libre, sur la gestion pilotée. Pilotée, on va en parler juste après, donc avec nos experts, donc Edmond Rothschild et Sycomore pour Boursorama Vie, et juste préciser donc, que c'est Rothschild & Co côté ancien client ING. Oui. Voilà. Parfait. Merci pour ce point, Caroline. Première étape aussi qu'on aime bien rappeler, parce que c'est finalement là aussi pas mal de choses se jouent, c'est la détermination du profil investisseur et bien prendre son temps de le faire sur qui on est et ce qu'on veut faire finalement, son horizon d'investissement et son projet. Exactement, Laurent. C'était un point sur lequel on voulait revenir, parce que c'est la première étape avant d'investir. Bon, après, les personnes qui nous regardent ont la plupart un contrat d'assurance vie, donc ils sont déjà passés par nos questionnaires de profil investisseur, ils connaissent les questions qui peuvent parfois paraître un petit peu chronophage, mais c'est très important puisque ça permet de clarifier pour soi-même ses objectifs, sa stratégie et son attitude en cas de perte. À partir de ça, donc, le client définit ses critères, donc on va avoir des critères d'âge, d'horizon de placement, toute la situation personnelle, la prise de risque, les objectifs. Boursorama derrière définit donc une recommandation pour orienter le client vers le meilleur mandat, vers le meilleur mode de gestion adapté à sa situation. Et pour être cohérent entre ce qui se passe dans sa vie et sur quoi il souhaite investir. Et précision, donc ce profil investisseur est à renouveler régulièrement, le plus régulièrement possible. C'est pas un bug, aussi des fois quand on nous le repropose, non, c'est pas possible. On peut le voir, une fois par an à minima, on pousse du coup le questionnaire pour être sûr que la situation n'a pas changé. Ouais. Exactement. On en profite, là aussi les gens qui nous regardent ont un produit, donc, mais on aime bien rappeler les grandes caractéristiques du produit parce qu'on se rend compte que là aussi il y a des questions qui reviennent ou des choses qui ne sont pas forcément acquises, donc on en profite pour en reparler. Oui, alors très rapidement, c'est vrai que donc, la gestion qui est toujours 100% en ligne, les versements disponibles des 300 €, les versements programmés des 50 € par mois. Et précision aussi pour le sujet qui nous réunit aujourd'hui, le changement de mode de gestion, le changement de profil de gestion est donc disponible en permanence, sans frais. On peut changer à tout moment, sans frais supplémentaires. Il n'y a pas de frais supplémentaires entre la gestion libre et la gestion pilotée, ce qui est un vrai avantage sur notre contrat. Il n'y a pas de frais sur les versements libres, pas de frais sur les versements programmés. Et les seuls frais, donc, ce sont les frais de gestion du contrat de 0,75. Voilà, et donc on peut changer, parce que c'est une question qui revient souvent, on peut changer de profil sans frais. Voilà, c'est bien de le rappeler. Dernier petit rappel aussi, parce qu'on n'insistera jamais assez sur quelque chose de fondamental qu'on répète inlassablement, c'est l'intérêt des versements programmés. Je crois qu'en plus, vous arrivez avec un petit graphique qui résume très très bien ce qu'on explique à chaque fois. Oui, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de questions donc, qui sont tombées avant même le webinaire sur ce point-là. Je pense qu'on y reviendra aussi par la suite. Mais c'est vrai que ça reste très important de mettre en place des versements programmés. Alors déjà pour faire grossir son capital régulièrement. Sans y penser finalement, allez voilà. Hop. Exactement. Et de l'autre côté, pour faire face aux variations du marché, comme on a pu le voir récemment, ça permet de lisser donc, les performances sur la durée, puisqu'on a malheureusement tendance à vouloir rentrer au meilleur moment, mais rentrer au plus bas, vendre au plus haut. Exactement. Notre rêve à tous. C'est malheureusement un grand rêve, c'est impossible, puisque si on place une somme d'un seul coup, ça peut être le mauvais moment, alors que si on répartit cette somme, on va avoir des points hauts, des points bas, des points moyens, et donc sur la durée, ça va lisser la performance moyenne de notre investissement. Et voilà, et c'est cette chouette animation qu'on voit passer à l'écran en ce moment. Voilà, merci beaucoup Caroline pour ce petit tour d'horizon rapide, mais c'est normal, c'est pas le cœur du sujet. Justement, on y va au cœur du sujet avec vous, Olivier. On a eu l'occasion pour les fidèles qui vous regardent d'en parler lors de nos points trimestriels. C'est bien de faire un bilan. Quel est le point de vue du responsable des gestions pilotées de Rothschild Asset Management sur cette année écoulée, Olivier? Challenging. Alors déjà, on va commenter le petit graphique que vous avez à l'écran, mais avant tout, c'est vrai que c'est une année particulièrement difficile parce que, notamment pour les clients les plus récents qui se retrouvent malheureusement assez rapidement dans le rouge. Donc c'est bon, effectivement, quand même de
de faire un retour, comment on a pu en arriver là, de comprendre ce qui s'est passé. Et montrer comment on a pu mettre en œuvre, j'ai envie de dire, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on peut faire pour effectivement, en tout cas remonter la pente, mais faire face à un environnement qui a changé. Si je peux commenter assez rapidement le graphique qui passe à l'écran. On met la pire des 50 années dernières. Si vous regardez, le 2022 est en bas à gauche. On peut peut-être l'avoir en plein pot d'ailleurs, ce graphique, parce que c'est vrai que c'est... Voilà, merci beaucoup à la régie. C'est juste pour illustrer qu'en clair, on a perdu de l'argent sur les obligations et sur les actions. Ouais. Et ça vient d'un vrai changement de régime. On est passé d'une période de grande modération à une période de grande volatilité. Pour changement de régime, parce qu'on va maintenant, il va falloir s'habituer à une croissance qui est plus faible et une inflation sans doute plus élevée. Le facteur principal, du coup, qui a généré cette baisse sur les actions et sur les obligations, c'est le facteur taux d'intérêt, puisqu'on est sorti de cette période de 40 ans de baisse des taux, et même de taux négatifs. On en a suffisamment parlé souvent, on essayait de sortir de cette période de taux négatifs. Et donc la remontée des taux, en réalité, concrètement, ça renchérit le coût du crédit pour les particuliers, le coût du crédit pour les entreprises, et ça impacte les valorisations des actions. Donc d'un seul coup, tous les segments les plus chèrement valorisés ont été un peu massacrés. Le Nasdaq a perdu 32% l'an dernier. Donc c'est un vrai changement de régime. Et ce qu'on veut illustrer surtout sur ce graphe, c'est que la relation classique qu'on peut attendre d'une obligation qui est censée vous protéger quand les actions commencent à chauffer, on se dit bon, j'ai des obliges, ça va tenir. La relation a été rompue. Pour une des premières fois. Alors il y a des petites périodes où ça peut arriver, mais là quand même ça a duré quasiment un an. Voilà. Donc ça a été très long. J'imagine pour vous, Alexandre, le constat même, je crois même qu'il y a une slide qui résume très bien les choses. Moi, j'aime beaucoup, c'est 2022, nulle part où se cacher, c'est ça? Oui, totalement. On avait eu déjà un petit aperçu de cette année 2022 en 2018, sur la seconde partie de 2018, où la Banque centrale américaine avait commencé à resserrer sa politique monétaire en montant ses taux et en essayant de réduire son bilan. Ça avait un peu marqué les esprits, parce que c'est une année qui se termine en négatif, alors qu'au final, il a resserré sa politique monétaire que sur 3 à 6 mois grand maximum. Donc on avait eu cet aperçu-là. Là, c'est 2022, on est sur la globalité de l'année. C'est que ça pendant un an. Ouais. J'ajoute pas le fait qu'il y a un conflit entre la Russie et l'Ukraine qui s'est matérialisé, etc., etc. Mais donc une année très négative de façon sur le côté monétaire, sur le côté géopolitique. Et donc on le voit à l'écran sur ce tableau, finalement, toutes les classes d'actifs sont à zéro ou en négatif. Et il y a quelque chose qu'il faut préciser parce que c'est important, y compris dans nos profils prudents. S'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est tout couper au plus haut. Mais même n'importe quand. On doit rester investi. Donc là, à partir du moment, sur 2022, où vous êtes investi, vous faites une performance négative, et si vous ne faites pas une performance négative à 2 chiffres, vous avez de la chance. Et j'ajoute même à ça que nous, ayant un biais quand même investissement socialement responsable, on regarde dans ce tableau des classes d'actifs, ce qui est à 0, c'est les matières premières, notamment les énergies fossiles. Là, on se doute bien que ce n'est pas vraiment le secteur sur lequel on peut aller. Donc voilà, c'était une année décevante pour tout le monde, y compris pour nous, gérants. Ça efface pas mal de performances pour ceux qui étaient là effectivement récemment. Néanmoins, on espère des perspectives beaucoup plus positives. On va en parler de 2023. On va y revenir. Et ce qui est intéressant, et ce que disait très bien Olivier, c'est que finalement, ce sont les valeurs les plus chères qui ont été le plus massacrées. Je crois qu'on a un graphique aussi sur le sujet. Oui. Sur le slide suivant. Alors, il va falloir expliquer un petit peu, parce que les gens qui voient ça à l'écran se disent c'est très beau ce nuage de points, mais je ne sais pas forcément ce que ça raconte. Alors, sur l'axe horizontal, vous avez le price earning ratio, donc, qui est le prix sur les bénéfices, donc la valorisation des entreprises. Et sur l'axe vertical, vous avez la performance sur l'année 2022. D'accord, très clair. Donc plus vous êtes à droite, plus vous êtes cher, et plus vous êtes à gauche, moins vous êtes cher, et plus vous êtes haut, et meilleure la performance de l'année. Donc le Nasdaq, tout en bas, là, on se doute que... C'était très cher fin 2021. Ça a fait une très mauvaise performance, moins 32, on le disait. À l'inverse, ce qui ressort le mieux, et qui n'est même pas sur le graphique finalement, qui serait au-dessus, c'est l'énergie,
les énergies fossiles avec une très bonne performance, mais des valorisations qui étaient déjà très très décotées fin 2021. Et donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que la valorisation a finalement dirigé la performance de l'année 2022 et on pense que ça devrait continuer sur 2023 et on expliquera pourquoi. Bon, valorisation. Il y a eu aussi, fin de l'année, Delphine, des indicateurs de conjoncture qui en ont rajouté une petite couche, si je puis dire, dans ce contexte compliqué de 2022. Oui, comme si 2022 n'était pas assez compliqué avec... on a commencé avec Omicron, on a eu l'inflation qui s'est révélée non transitoire et ennemi juré numéro 1 de la Fed et des autres banques centrales. Et puis, on a eu la guerre en Ukraine. Ça a fait monter les obligations, enfin, ça a fait monter, pardon, les taux, les rendements. Et ça a aussi déprimé la conjoncture. Et là aussi, on a un petit graphe qui va apparaître. Voilà, magnifique, merci. Pour illustrer. J'ai une courbe jaune qui se casse la figure là en fin d'année. En fin d'année, sur la deuxième partie de 2022, en fait, à force de mauvaises nouvelles, ça a commencé à impacter la confiance, à la fois la confiance des entreprises. Et donc, vous avez en jaune une enquête qui est l'enquête ISM, qui est très regardée sur les marchés. C'est une enquête auprès des directeurs d'achat. On leur pose énormément de questions qui sont un baromètre de l'activité. Leur carnet de commandes, leur délai de livraison, qui étaient les grosses craintes pour 2021. Et ce baromètre-là montre que les entreprises ont absorbé tous les chocs avec beaucoup d'inquiétudes. Et la courbe bleue, elle nous montre que cette inquiétude s'est également répercutée sur les attentes des analystes. La conjoncture, ça c'est un indicateur en jaune, un indicateur avancé de la dégradation de la conjoncture, qui est prise en compte par la courbe bleue les analystes financiers dans leur perspective de résultats des entreprises et qui ont commencé dès 2022, dès la fin de 2022, à dégrader leurs attentes de résultats pour les mois à venir. Donc beaucoup de défaitisme et de découragement. J'espère que ça n'a pas gagné nos auditeurs dans leur placement. Thierry nous dit, vous dites qu'en 2022, c'est la pire des années depuis 50 ans, mais le CAC 40 a progressé d'environ 10% sur l'année. Vous ne parlez que des valeurs américaines. Pourquoi ? Je ne suis pas sûr que le CAC 40 ait progressé de 10% en 2022. 7-8%. Oui, je pense que c'est plutôt une baisse. Là, sur le graphique, on est illustré avec le marché américain et un indicateur obligataire, effectivement, sur le marché américain. Le CAC 40, lui, il a eu une vie, j'ai envie de dire, un peu propre. Ça rejoint exactement ce que disait Alexandre. Enfin, 2-3 périodes. Oui, alors déjà tout au long de l'année, et surtout avec la crise en Ukraine, effectivement, les premières performances du CAC 40, c'est Total et Thales dans la défense. Donc pour les mêmes raisons... je crois que sur le SBF 120, c'est Dassault Aviation, donc on voit bien la thématique. Voilà, la thématique était là. Et on a un rattrapage aussi à partir du mois d'octobre de Hermès et LVMH qui reprennent quasiment 30 à 35% sur le dernier trimestre. Et en fait, ce sont des gros poids dans la cote. Or, effectivement, comme on a comme vous savez, nous on est ESG, enfin on est quasiment 100% ESG. Chez Sycomore, c'est de l'ISR. Donc durable, finance durable, finance durable. Pour pas être les énergies fossiles, la défense, le militaire, ce sont des choses qui font partie parfois des exclusions. Et donc effectivement, on se prive aussi quelque part un peu de ces secteurs-là. Effectivement, et donc le CAC 40, lui, oui, il a eu effectivement une belle année. Après, il ne faut pas oublier aussi une belle année, on va relativiser. Il a une belle moitié d'année. Relatif. Voilà, c'est ça. Puis il faut relativiser aussi sur les énergies fossiles. C'est le secteur aussi pendant 2 ans maintenant dont les ratios de bénéfices vont être revus à la baisse pendant 2 ans. Donc il va y avoir une espèce de rotation. Donc il ne faut pas non plus, je dirais, tirer des traits un peu trop loin, rapidement. un peu trop vite. Mais c'est vrai que du coup sur 2022, c'est un élément un peu perturbant. Justement, Olivier, on va transitionner parce que les gens qui nous regardent disent bon, c'est super le point macroéconomique, bien comprendre ce qui s'est passé, mais moi j'ai envie de savoir ce qui s'est passé sur mes mandats. Qu'est-ce qui s'est passé sur les mandats de la gestion de piloté Edmond de Rothschild Asset Management? Là aussi, pour essayer de résumer, il y a eu 2 grands catalystes dans l'année. Le premier, comme disait Delphine, c'est la fin de l'inflation est transitoire, où d'un seul coup, la Réserve fédérale, en tout début d'année, nous explique que non, l'inflation va continuer de monter.
Et qu'elle va rester vigilante. Et qu'elle va rester très vigilante. Ouais. C'est le moment où on avait commencé, rappelez-vous, à transférer énormément, surtout sur la poche obligataire, où on a eu jusqu'à 2/3 de la poche obligataire sur des fonds dits flexibles qui permettent justement de se prémunir de la hausse des taux, puisque qui dit hausse de l'inflation dit hausse des taux des banques centrales pour lutter contre l'inflation, les taux courts qui sont des taux administrés, mais aussi les taux longs qui sont aussi le reflet de l'inflation à long terme. Et donc, on a utilisé ces gérants-là qui ont, je dirais que sur les 4 grands fonds qu'on a utilisés, les 4 grands supports, il y en a quand même un qui finit l'année dans le positif. Hein. Alors, sur 5 ans, il a fait 13%. On va être réglementaire, on va donner la performance à 5 ans. Très mais bien. sur l'année 2022, il a fini à plus 6. Donc, pour un marché obligataire qui était à plus de moins 10, c'était plutôt pas mal. Donc, sur les 4, il y en a 2 qui sont autour de moins 8, donc ils font un petit peu mieux que le marché. Et un autre qui est à moins 0,9, quelque chose comme ça. Donc, en clair, ça a plutôt joué son rôle, mais comme disait Alexandre, on est dans le rouge. Quoi qu'il arrive, cette poche obligataire des mandats défensifs est dans le rouge. Donc, premier catalyste, l'inflation n'est pas transitoire et il fallait beaucoup travailler les poches obligataires, ce qui a été fait d'ailleurs sur le mandat équilibré également, le mandat réactif. Dans les poches actions, c'est un mouvement qu'on avait débuté dès 2018. C'était d'orienter vers des stratégies dont les revenus sont beaucoup moins volatiles, quelles que soient les périodes. Une période de récession, période de boom économique, et donc s'orienter plutôt vers des thématiques. Des thématiques qui sont finalement, on essaie de s'astreindre du cycle, en clair. Quand vous achetez une éolienne, c'est pas pour 3 jours. A priori, si vous avez un projet d'infrastructure verte, entre guillemets, ça va être pour des années. On part sur une vraie transition, c'est une vraie lame de fond. Quand on utilise des sociétés qui utilisent le big data, par exemple, dans la création de valeur pour leurs actionnaires, ça va être aussi bien une compagnie d'assurance qu'une société de technologie, mais à la fin, c'est aussi une vraie transition vers le digital. Et ça, ce sont des thématiques qui ne vont pas s'arrêter demain. Et donc, on a aussi gonflé ces poches d'actions thématiques, donc un peu moins d'actions américaines, européennes ou émergentes. Et en fait, on recrée des portefeuilles à base de thématiques et tout au long de l'année, on a renforcé ces thématiques-là, qui d'ailleurs pour certaines... Thématiques, pardon, je vous coupe Olivier, mais pour que les gens comprennent bien, c'est par exemple ça, c'est transition énergétique, on a les énergies renouvelables, on a un fonds sur le capital humain, on peut y revenir si vous voulez, un fonds sur le big data, un fonds qui joue les stratégies à dividendes, c'est-à-dire les sociétés qui vont verser des dividendes réguliers en croissance. Et ça a plutôt bien fonctionné. Ce sont les stratégies qui ont très peu baissé l'an dernier, voire même qui sont positives par rapport au cours auquel on les a rentrées. Et à la fin de l'année, on s'est retrouvé dans les portefeuilles avec quasiment la moitié de la poche action sur ce genre de fonds thématiques qu'on veut un peu moins cyclique. Malgré tout, c'est une année quand même un peu compliquée les poches actions ont aussi baissé. Donc le premier catalyse, transition vers une inflation qui allait effectivement rester très collante, comme on dit. Et la deuxième partie, c'est la guerre en Ukraine qui est venue mettre de l'huile sur le feu. Donc renchérir encore le coût des énergies. Donc on s'est posé beaucoup de questions sur l'approvisionnement des sociétés en Europe, notamment sur l'industrie en Allemagne. Et puis d'un seul coup, vous avez beaucoup de gérants américains qui se disent que l'Europe, ça devient un petit peu compliqué. Donc ils retirent leurs capitaux. Donc voilà, on rapatrie à la maison, comme on dit. Donc on fait monter le dollar aussi, du même coup. Donc on était dans un deuxième schéma dans lequel il fallait faire un peu le dos rond, c'est clair. On a réduit la voilure à ce moment-là, on a remis du monétaire même, parce qu'effectivement maintenant le monétaire retrouve un attrait, on n'est plus à taux négatif, donc on peut réutiliser du monétaire en position d'attente. Et puis, à partir de fin juin, on a commencé à réfléchir et à effectivement réactiver, revenir sur certains profils à nouveau d'actions qui étaient là aussi un peu moins cycliques peut-être. Et à partir de l'été et tout au long du deuxième semestre jusqu'à la fin de l'année, on a reconstruit des positions sur les obligations d'entreprise. Alors au début avec des durations plutôt courtes, on a été un peu prudent en Europe et aux États-Unis. Durations plutôt courtes pour laisser là aussi personne. Ce sont des obligations qui ont en moyenne entre un an et demi, 3 ans de durée de vie maximum. Voilà. Sur des durations. Pourquoi des durées de vie courtes ? Parce qu'évidemment, on a beaucoup moins de risques sur le remboursement final de l'obligation. Et en plus, après, on a construit à nouveau des positions sur des durées un peu plus longues, qui d'ailleurs, depuis le début de l'année, fonctionnent plutôt très bien. Donc, à travers ça, on a baissé en 2022, mais ce qu'on veut illustrer, c'est que
La première partie de l'année, on a fait le travail sur la partie obligataire qui nécessitait vraiment une refonte. Et sur la partie action, sur la deuxième partie de l'année, il fallait se préparer aussi pour capter le rebond. Oui. À la fois que les obligations d'entreprise, parce que le risque perçu sur les défauts des entreprises était pour nous clairement excessif à ce moment-là. Oui. Et les rendements attrayants. Et les rendements attrayants. Oui. Et donc, on a aussi taillé, sans même espérer, j'ai envie de dire, de revalorisation du capital, ce qui pourtant est en train d'arriver, donc tant mieux pour les clients. Mais on avait taillé, on avait fait une vidéo spéciale sur le mandat défensif pour expliquer que la photographie, encore une fois, c'est un rendement qui n'est pas garanti, mais le rendement qu'on avait construit dans le portefeuille défensif, à la fois à partir des obligations et des actions, on est aujourd'hui autour de 5,5 en termes de rendement. Donc, on a aussi aujourd'hui des choses qu'on n'avait plus depuis des années. On ne parlait plus de rendement embarqué. On vient sur un marché un peu plus orthodoxe et finalement, c'est peut-être ce nouveau paradigme qu'on va expliquer pour 2023. Je me tourne vers vous, Alexandre, avec un petit peu la même question, avec peut-être aussi, on l'a dit, cette dimension ESG pour les critères environnementaux, sociaux, de gouvernance sur la finance dite durable. On l'a déjà un petit peu évoqué avec vous et qu'Olivier, année compliquée, qui a rajouté peut-être ou pas, vous allez me le dire, une couche de difficulté parce que, il fallait sans doute être plus, on l'a dit, sur l'aéronautique défense en 2022, sur les énergies fossiles que sur les producteurs d'éoliennes. Comment vous avez appréhendé tout ça ? Tout à fait. Bon, déjà, sur ce qui vient d'être dit, sur la partie obligataire, effectivement, il fallait faire une refonte, c'est tout à fait vrai. On l'a fait en partie, néanmoins, ça n'évite pas la performance négative. Alors, on n'a pas forcément trouvé les bons produits au bon moment. Le premier changement qu'on a opéré, en fait, il ne date pas de 2022, il date de la deuxième partie de 2021, où on trouvait déjà que globalement, le marché était trop cher, et on a coupé une partie de l'exposition en la mettant sur des produits monétaires, même s'ils étaient à taux négatif. Oui. En fait, on voulait se protéger à ce moment-là. Se protéger. Voilà, notamment sur le profil défensif. Ensuite, on a eu donc cette année houleuse. Néanmoins, sur le reste, je pense notamment à la poche action, sur le reste de nos investissements, on a gardé cette facette thématique sur l'environnement, sur l'impact social, sur les entreprises les mieux disantes en termes de gouvernance. Donc ça, on l'a gardé. Malheureusement, elles font partie des entreprises qui ont été le plus impactées l'année dernière. Mais il faut voir quelque chose. Enfin, l'image sur l'éolienne était très intéressante. On n'investit pas pour 3 jours dans ces thématiques-là. Ce sont des thématiques extrêmement longues et elles ont des cycles. Donc finalement, 2022... C'est une année sur 30, 10, 20, 30. Et d'ailleurs, je le rappelle, si on regarde les années précédentes, depuis le début du lancement du mandat Sycomore, les années sont plutôt satisfaisantes. Donc 2022, c'est une année compliquée de manière générale, particulièrement compliquée sur l'investissement socialement responsable. Néanmoins, il faut finalement se remettre en question sur la force de nos convictions. Et c'est toujours un peu compliqué quand on investit en individuel, on regarde ses performances, on se dit mince, là je suis en train un peu de prendre le bouillon. Donc c'est aussi important de comprendre, de réussir à prendre du recul là-dessus. J'entends bien, mais alors finalement ce que nous on essaye de faire sur la fin d'année 2022 et puis même début 2023, c'est justement de trouver des OPCVM, des produits investissement socialement responsable, mais qui n'ait pas ce biais croissance finalement, qui soit un peu plus diversifié, voire même un peu plus value, un peu plus sur les valeurs décotées. Et ça, on a réussi à le faire sur la deuxième partie de 2022. Il y avait une question sur le CAC 40, on est retourné sur les actions françaises. Donc on arrive de plus en plus à trouver des produits et j'ajoute, parce que c'est quand même l'avantage finalement de 2022, c'est qu'avec la performance très négative, des choses value, on en trouve de plus en plus. Il y a des points d'entrée sur des valeurs. Voilà, donc l'univers finalement s'élargit un petit peu et ça nous permet de réallouer notre positionnement sans remettre en cause notre thématique pour 2023. Peut-être justement, question sur la slide qui s'affiche derrière vous, et pour bien comprendre que le ESG c'est parti pour durer, c'est ça, c'est-à-dire qu'on voit bien les différents plans de financement qui sont débloqués, qui sont votés, même les orientations réglementaires très claires, très fortes, qui sont prises notamment au niveau de l'Union européenne. Oui, c'est extrêmement fort. Globalement, pour caricaturer, c'est là où va l'argent finalement, que le budget soit restrictif, expansionniste, c'est là où ira l'argent. C'est des choses qui sont votées. Il faut peut-être pas tellement se concentrer sur les montants, qui sont absolument colossaux, mais plutôt sur les dates de fin. C'est très long, donc jusqu'en 2050 pour l'Europe, jusqu'en 2032 pour les États-Unis. Donc voilà, ça se fait progressivement, ça se fait dans le temps, c'est une transition. Le mot transition est
extrêmement important, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est avec ce mot transition que les énergies fossiles dont on a besoin tout de suite ont très bien performé en 2022. Qu'est-ce qui fonctionne début 2023 ? Les mines, qui sortent des métaux de la transition énergétique, des métaux industriels. Du cuivre, notamment. Et peut-être que demain, mais dès demain littéralement, ou après-demain et dans les années qui suivent, ce seront les énergies renouvelables qui vont reprendre très très fort. Donc voilà, il y a vraiment cette transition qui est en train de se faire et dont le marché témoigne fortement. Alors, on a plein de questions qui tombent, ne vous inquiétez pas, elles sont là, elles sont bien stockées sur ma tablette et je vous l'ai dit, on prendra un moment à la fin de la présentation pour y répondre, vous allez voir de quoi faire. On va tourner cette page de 2022, il est temps, et on va se projeter ensemble sur 2023. Qu'est-ce qu'on va regarder en 2023, Delphine ? Alors nous, on n'a pas attendu complètement 2023, dès fin 2022. Allez, il y en a marre de 2022, il faut qu'on passe à autre chose. On a essayé de regarder un peu plus loin, et ce qui effrayait les marchés fin 2022, c'était deux choses. C'était, va-t-on en finir avec l'inflation ? Et ces chocs multiples auxquels on a dû faire face, vont-ils nous amener vers une récession ? Et autant la deuxième question, elle est plus difficile fin 2022 à trouver une réponse, autant sur l'inflation, en fait, on a vu pas mal d'indicateurs avancés qui nous ont laissé entendre qu'on voyait la lumière au bout du tunnel. Le plus dur est peut-être passé. Voilà, donc on a refait un slide avec nos principaux indicateurs que l'on suit. Ça fait très grand 8, ce slide. On voit bien les courbes d'inflation, là, coût de production, secteur immobilier, effectivement. Oui, quand on regarde en 2022, elles partaient toutes à la hausse et sur des niveaux que l'on n'avait pas connus depuis 10, 20, 40 ans. Donc la grosse crainte à ce moment-là, c'était va-t-on en finir de ces problématiques d'inflation ? Et en regardant des indicateurs avancés qui ne sont pas dans les chiffres que regardent les banques centrales, finalement, on a vu des lueurs d'espoir. Les premières lueurs d'espoir, c'est l'inflation. La première partie de l'inflation, elle est venue chahuter les entreprises dans leurs coûts de production. Et quand on regarde nos indicateurs avancés, les coûts de production, que ce soit par exemple sur l'énergie ou sur les problèmes de logistique dans les chaînes de production, on voyait déjà une première inflexion dès l'été. Et donc, ça nous a donné petite source d'espoir en disant tiens, au moins il de se passe quelque chose. Et ça nous a rappelé qu'il faut rester investi dans les marchés. C'est comme ça qu'on bat l'inflation. La crainte qui est toujours là, c'est sur le secteur immobilier, en particulier aux États-Unis, on voit à la fois un essoufflement du marché de l'immobilier avec moins de transactions, mais on voit dans la composante inflation américaine de l'immobilier une inflation qui continue de grimper mois après mois. Et en fait, là encore, quand on regarde nos indicateurs avancés, on se dit que la Banque centrale, la Fed, quand elle regarde l'immobilier, elle regarde dans le rétroviseur. Devant nous, il y a des craintes d'inflation qui devraient s'estomper à l'avenir. Oui. Les loyers sont en train de rebaisser. Donc, on a tourné la page des coûts de production, on va tourner la page de l'immobilier. Pour la partie inflationniste. Et puis ensuite, il y a la crainte sur les salaires avec un effet de second tour. On rappelle, l'effet de second tour, c'est mes prix augmentent, j'augmente mes salaires, donc mes biens augmentent, donc je suis obligé d'augmenter les salaires et c'est comme ça que l'inflation n'arrête pas d'augmenter. Et qu'on n'en sort pas. Et donc, c'était vraiment la crainte du marché, c'est qu'on n'en sorte pas et que du coup, les banques centrales soient obligées d'être encore plus restrictives et que ça pousse à la baisse les obligations. Là encore, on a un indicateur qui est regardé par la Banque centrale, donc on a remis la Fed, mais on a les mêmes indicateurs sur la BCE. L'inflation salariale continue d'augmenter, elle s'est stabilisée depuis quelques mois, mais quand on regarde des indicateurs un peu plus avancés, pareil, on voit la lumière au bout du tunnel. Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Parce que c'est pas les gens qui n'ont rien, c'est loin de moi tout ça. Le marché immobilier aux États-Unis, ils sont bien gentils, mais moi, mon contrat Boursorama, je vois pas le rapport. Donc il va falloir nous le faire, Delphine. Alors, ces données-là, ce sont pour les États-Unis, mais quand on voit l'inflation en Europe, elle va suivre le même chemin, mais avec un temps de décalage. Donc on est tout aussi optimiste sur la désinflation, le mouvement de désinflation qu'on attend pour 2023 en Europe. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que du coup, ça va relâcher la pression pour les banques centrales. Et ça veut dire qu'elles ont fait une grosse partie du chemin sans avoir eu
déjà à créer un ralentissement économique trop fort pour arrêter ces pressions inflationnistes. En fait, les pressions inflationnistes sont en train de s'estomper les unes après les autres, un peu d'elles-mêmes. Finalement, il y avait quand même une petite composante transitoire dans l'inflation. Donc ça, Jérôme Powell avait raison, finalement. Non, oh, je vous lance pas là-dessus. On est parti tellement haut que... Et donc sur l'inflation touche les gens, et je pense qu'on ne se rend pas forcément compte dans notre quotidien que cette vague inflationniste est en train de refluer petit à petit, et ça va vraiment être le thème qui va porter les marchés, un soulagement qui va porter les marchés pour la fin, qui ont porté les marchés pour la fin 2022, et puis surtout pour le début 2023. Bon, alors, ce qui reste en suspens, c'est toujours la question de... Récession ou pas récession de la récession. Alors, le pendant d'un ralentissement des prix immobiliers, c'est qu'on a le secteur immobilier qui ralentit partout dans le monde. On l'a vu en Chine, ils ont l'air d'avoir pris en charge les mesures conséquentes, et on a bon espoir qu'ils résorbent le problème. Aux États-Unis, en fait, ce que l'on voit, c'est que les prix immobiliers ont énormément monté avec beaucoup de transactions. Et là, on est en train de renormaliser le marché. Alors, on a tous en tête la crise des subprimes. Donc, dès qu'on touche au marché immobilier, ça évoque des peurs. Effet en cascade, exactement. Des faillites bancaires. On a un niveau de solvabilité des ménages qui est tout à fait correct, qui n'est pas du tout celui de la crise des subprimes. Et donc, le ralentissement du marché immobilier aux États-Unis ou en Europe, parce qu'on a également un ralentissement des transactions en Europe, ne nous inquiète pas. Ça permet de nourrir la désinflation qui sera la bienvenue. Pour l'instant, on ne projette pas de récession. Si récession il y a, ce sera sur cette composante-là, et c'est pour ça qu'on la regarde attentivement. Alors, l'inflation, ça se calme. Moi, j'ai bien écouté ce qu'a dit Delphine. La récession, on s'est fait peur. En décembre, on n'était pas aussi optimiste, mais là, visiblement, là aussi, il y a un petit peu de lumière au bout du tunnel. Du coup, le responsable des gestions, qu'est-ce qu'il en déduit là? Qu'est-ce qu'il fait pour les différents mandats de Boursorama Vie en 2023? Déjà, comme je disais tout à l'heure, on est assez content pour les clients de voir que toute la stratégie qu'on a mise en place à partir du mois de septembre, l'été, au mois de septembre jusqu'à Noël, est en train de fonctionner. À la fois parce qu'on n'a pas pris des risques démesurés, parce qu'on était quand même encore vraiment dans l'inconnu sur la partie action, on était resté dans notre fameuse neutralité. En revanche, on a effectivement remis de l'argent à travailler et du risque, faut appeler un chat, sur la partie des obligations d'entreprise, comme on le disait, aussi sur les obligations convertibles, aussi ce qu'on a fait récemment. Et donc, c'est en train petit à petit de délivrer. Je vais peut-être juste répondre à une question que vous n'avez pas encore posée, mais je sais qu'elle arrive. Ah bah dis donc, vous connaissez mon script. Alors, non, mais vous êtes comme le général de Gaulle. C'est ce qu'évoquait Caroline sur les versements libres programmés et l'intérêt des versements libres programmés. Juste revenir sur la création des mandats en 2009, finalement, ça a très très bien fonctionné parce que même si on a traversé des crises, elles ont été, on s'en rappelle, elles ont été quand même compliquées. 2011, début 2016, l'été 2015, début 2016, on a eu droit au dernier trimestre 2018, le Covid en 2020. Donc à chaque fois, on prend des baisses qui ne sont pas neutres, mais tout ça dans un marché haussier. La différence avec cette année, c'est pour ça que je disais que les clients récents forcément peuvent être un peu déçus, c'est qu'on s'est inscrit dans un marché baissier, c'est-à-dire qu'on faisait des plus hauts qui à chaque fois étaient plus bas que le précédent. Et effectivement, même si vous rentrez dans la descente, certes vous avez lissé votre prix, mais vous vous retrouvez dans le rouge, en clair. Alors, première chose, c'est ce qu'on espère, et c'est ce sur quoi on est en train de travailler, c'est que maintenant on est en train de prendre et de recréer un marché à nouveau qui va être mieux orienté parce qu'on aura passé cette phase de transition sur l'inflation et de côté restrictif des banques centrales. Et pour les clients vraiment qui sont là depuis vraiment pas très très longtemps ou qui ont commencé à remettre de l'argent, tous les capitaux qui ont pu être investis de façon programmée à partir du mois de juin de l'an dernier sont positifs aujourd'hui. Parce que depuis, l'inflexion, c'est le 30 juin. Donc depuis le 30 juin, les choses progressent, 30 juin, 30 septembre, progressent tranquillement. Et aujourd'hui, ces capitaux-là sont dans le vert. Donc ça a du sens. 2022, c'est l'anti-exemple.
depuis 2009. C'est la première année où c'est vraiment l'anti-exemple, parce qu'on était dans un trend haussier depuis 2009. Voilà. Mais donc il faut persévérer, oui, je maintiens, parce que le graphique que montrait Caroline a toujours son intérêt. C'est vrai qu'on a des périodes de baisse qui peuvent être des ajustements un peu violents. Pour autant, c'est une stratégie à long terme qui paye. Stratégie à long terme qui paye. Même question pour vous, Alexandre. Avec vous avez double casquette. Il va falloir nous faire les prévisions et les prévisions économiques et leur influence sur les mandats. Pas de récession en 2023. Je crois que c'est aussi votre scénario. Oui, effectivement, pas de récession en 2023. Je crois que le maître mot a été dit, c'est renormalisation. Sous-entendu qu'on n'a pas été dans un contexte économique normal, au moins depuis Covid. Donc avec une récession extrêmement rapide et extrêmement forte, suivie d'une reprise extrêmement forte également et qui continue en fait, malgré la performance des marchés. Il faut quand même voir que la croissance économique en 2022 est positive. Et en 2023, il est logique, et je rejoins totalement ce qui a été dit, qu'on ait un ralentissement et sur la partie croissance et sur la partie inflation. La question est de savoir jusqu'où va aller ce ralentissement. Nous, on pense qu'il n'y aura pas de récession mondiale au niveau global, sur la globalité de 2023. On pourra avoir des récessions sur un pays spécifique, sur 2 trimestres glissants au cours de 2023, on appelle évidemment. une récession technique. Voilà, une récession douce, quelque chose qui est tout à fait supportable. C'est-à-dire que si on a 2 fois moins 0,1 de croissance, bon, on peut le passer, le creux, si je puis dire, le nid de poule. Voilà. La question, c'est est-ce qu'on va avoir une récession profonde ou pas? Nous, on pense que pas du tout. Ce qui est quand même relativement éloigné du consensus, c'est ce qu'on montre sur ce graphique qui est à fin 2022, où quand même, notamment les investisseurs européens étaient extrêmement craintifs sur l'Europe, puisque 80% d'entre eux voyaient une récession, et voient toujours d'ailleurs une récession en 2023. C'est peut-être le biais européen un peu pessimiste, ça. Oui, peut-être. Je ne sais pas s'il y a eu un biais français sur ce sondage. Et ensuite, les 2 arguments principaux qu'on met en avant sur le fait qu'il n'y ait pas de récession, le premier, il est sur l'emploi. Là aussi, il y a une petite slide qu'on peut montrer. Merci beaucoup. Si on regarde le taux de chômage aux États-Unis, vous voyez les barres verticales en bleu sont les périodes de récession. Et vous voyez que le taux de chômage commence à augmenter assez sensiblement, d'ailleurs, quelques mois avant la période de récession. Donc c'est déjà un premier signal. Et là, on voit aujourd'hui, alors la fin du graphique qui montre une remontée du taux de chômage, c'est hypothétique. Et effectivement, on devrait avoir une remontée du taux de chômage, puisqu'on attend un ralentissement de toute façon. Sûr. Mais on est quand même sur des niveaux où le marché du travail est extrêmement resserré, où tout le monde a un emploi, où psychologiquement, les gens ont en fait beaucoup moins peur, voire plus peur du tout de perdre leur emploi, parce que dans 3 mois, ils en auront retrouvé un autre. Donc tant qu'on est dans cette configuration-là, en fait, globalement, on n'arrête pas de consommer. Et si on n'arrête pas de consommer, si la demande est toujours là, elle peut ralentir, tant qu'elle n'est pas en phase de véritable contraction, il n'y aura pas tellement de récession. D'accord. Donc ça, c'est le premier point. Et le second point, il faut voir aussi d'où on vient, c'est que, et là c'est plus particulier sur l'Europe, c'est la crise énergétique. Je rappelle qu'en septembre de l'année dernière, on voyait les industries allemandes fermer les unes derrière les autres. Ça n'a pas été le cas. On a des réserves de gaz qui sont au-dessus de la moyenne des 5 dernières années, à cette même période de l'année. Et au-dessus de 2021, c'est très important de mentionner 2021 parce que en 2021, le conflit, surtout à la fin de 2021, commence à se mettre en place. Donc en fait, Gazprom nous envoie des flux de gaz beaucoup plus importants. Ah oui, c'est l'inverse. Beaucoup plus important. En fait, il faut y aller avant que tout ça se tarisse. Et là, on est au-dessus en termes de stockage. Donc, passer cet hiver n'est pas un problème, mais surtout, certains experts sur le sujet commencent à nous dire qu'on passera même l'hiver prochain, puisqu'on va terminer l'hiver. C'était la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on ne va pas se reposer la même question en septembre de 2023 ? Alors, on pourra se reposer la même question. Il y a évidemment des risques, parce qu'il faut voir que si les réserves sont pleines ou quasi pleines, c'est qu'on a eu du gaz naturel liquéfié qui nous est venu du fait que la Chine baisse sa demande. Donc on a eu finalement un ruissellement, un report exactement de ces livraisons, de la demande chinoise. Donc maintenant qu'ils rouvrent, qu'est-ce qui va se passer ? On en a parlé sur les prix du pétrole, ça peut aussi faire augmenter avec le trafic aérien qui reprend. Donc il y a quand même plein de questions en suspens sur la crise énergétique. Je dis juste que dans l'état actuel des choses, cette crise énergétique pour 2023 est passée. Donc à partir de ce moment-là, pour nous, c'était les 2 gros points qui pouvaient amener une récession cette année. Et on ne les a pas, donc on est plutôt confiant.
plutôt confiant. On va prendre les nombreuses questions, sauf si vous voulez ajouter un mot, Olivier, encore sur les mandats. C'est quoi? C'est un petit peu moins de monétaire, c'est un peu plus d'action, comment ça va se phaser tout ça? Il reste un peu de monétaire dans le défensif, Ouais. enfin, c'est vraiment un amortisseur. Et puis c'est surtout une tirelire, je dirais, pour essayer de saisir des opportunités qui ne manqueront pas d'arriver. Là, ils sont bien investis, je dirais, dans le profil qu'on voulait pour la fin de l'année. On les avait taillés pour le début de l'année, et ça déroule. Le début de l'année est plutôt intéressant pour les clients. Ouais. Bon, alors, on arrive à la fin de la présentation. Je vais maintenant, alors attention, il va falloir parce que là, ça crépite sur la tablette. Il va y en avoir pour tout le monde, il n'y aura pas de jaloux. On va commencer. Pierre-Jean, bonsoir. Dans la gestion pilotée, je ne vois pas de fonds euros dans mon contrat sous mandat Edmond de Rothschild, Asset Management équilibré. Est-ce normal? On a eu du fonds euro, oui, effectivement, jusqu'en fin 2019, si je ne dis pas de bêtises, qu'on avait, entre guillemets, tenté de valoriser, parce qu'à ce moment-là, on était sur des taux négatifs. Et effectivement, on souhaitait, nous, plutôt investir et aller chercher du rendement sur d'autres classes d'actifs. Donc à l'époque, on avait on avait commencé aussi à faire des obligations d'entreprise qui avaient des rendements certes moindres qu'aujourd'hui, mais déjà intéressants, la dette émergente. Voilà, on avait diversifié le fonds euro. C'est vrai que du coup, c'est toujours un peu plus de volatilité. L'intérêt du fonds euro, c'est qu'il n'y a pas de volatilité, mais avec un rendement qui était en très forte baisse et qui tendait vers les 1. Donc on avait décidé effectivement de diversifier ces placements-là. Bon, question de Didier pour Caroline. Qui gère les mandats? Vous l'avez dit au début, Caroline, mais on peut le rappeler. Qui gère les mandats des clients d'ex-ING Vie? Donc c'est Rothschild & Co. Ça n'a pas changé depuis la reprise. Voilà, donc en fait, il continue à gérer le contrat. Et d'ailleurs, il y a eu un point trimestriel qui avait été fait récemment avec le gérant allocataire. Alors, je vais regarder dans la liste. Ah, Sandrine, question super intéressante. Vous y avez répondu, mais ça montre bien que c'est toujours intéressant. Faut-il suspendre les versements mensuels en attente de reprise? Et voilà le réflexe qu'on a tous, même si on vient de l'expliquer. Alors pour nous, la reprise sur les marchés, elle est là, et elle est là depuis le 30 septembre en Europe et depuis fin décembre aux États-Unis. Et c'est bien la preuve qu'il faut rester investi à tout moment. Nous, on se gère avec Olivier de regarder tous nos indicateurs, de regarder tour de contrôle, tout ce qu'il faut pour piloter au mieux les mandats, les défensifs, les équilibrés, les dynamiques, les offensifs. On peut jouer avec la boîte à vitesse, mettre un petit peu plus de punch sur et de sur risque certaines poches ou sur certaines catégories d'actifs. Exactement, mais je dirais que c'est quand même l'intérêt de la gestion pilotée, c'est que c'est à nous de faire, ça nous délègue à la fois l'expertise et à la fois la gestion du stress. On a l'habitude et donc la capacité, voilà, de racheter quand les marchés sont pas chers, quand tout le marché sombre dans un défaitisme qui nous paraît inapproprié. Ça peut être l'opportunité d'un rebond. Ça a été extrêmement massif depuis cet automne, et c'est vraiment à nous de piloter. Oui, parce que en fait, la réponse aussi qu'on peut faire à Sandrine, c'est que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, timer le marché, s'arrêter quand ça baisse, c'est bien, mais est-ce qu'on arrive à reprendre quand ça remonte? Et là, c'est pas forcément simple, et puis c'est toujours cette question de lisser les points d'entrée, donc d'être capable d'investir, que les marchés montent ou qu'ils baissent. Eric nous dit, j'ai déjà une assurance vie chez vous, ça c'était une question qu'on a reçue au moment de l'inscription, puis-je la changer en gestion pilotée sans frais, bien entendu? C'est effectivement ce qu'on indiquait tout à l'heure. Voilà. Donc, tous les changements de mode de gestion, tous les changements de mandat de gestion au sein de la gestion pilotée sont gratuits, et on peut le faire autant de fois qu'on le souhaite et à tout moment. Autant de fois qu'on le souhaite. Hélène, c'est une question que je vais vous poser à vous trois, courte, parce que je pense qu'elle peut appeler une réponse très très longue, mais comme on a beaucoup de questions, mais ça montre bien que c'est pas toujours là aussi pleinement intégré par nos clients. Comment intégrer des critères de développement durable dans la gestion pilotée? On va commencer par Alexandre. Oui, alors nous chez Sycomore, on sélectionne des OPCVM avec le label ISR français d'une part. Et donc peut-être tout simplement répondre, Alexandre, que
c'est déjà fait. C'est déjà fait. Voilà, c'est déjà il y a intégré, déjà des totalement. critères de développement durable, Voilà. notamment chez Sycomore, et on verra aussi pour Edmond de Rothschild. Derrière, ça regroupe des fonds, donc article 8 ou article 9 en termes de durabilité, article 9 étant les plus restrictifs, disons les plus contraints. Et donc c'est effectivement totalement intégré. Je reviens juste sur parce qu'il faut être transparent aussi sur la question du fonds euro. Ouais. Nous n'y avons pas accès aussi parce que ce n'est pas labellisé ISR. D'accord. Donc c'est 100% ouais. label ISR. D'accord. Donc voilà. Pareil, même question, est-ce qu'il y a du durable dans les différents mandats Edmond de Rothschild Asset Management? Alors oui, c'est un mouvement qu'on a entamé depuis 2018, où à l'époque où SFDR, la réglementation européenne, parce que c'est encore un peu nébuleux, même pour nous, il faut le dire, donc réglementation européenne. Voilà. Alors aujourd'hui, j'aurais aimé vous dire qu'on est à 100%, mais il reste un support qui va devenir article 8 là, dans le premier trimestre. Donc il y a 100% sur 3 mandats et 98 sur les 2 autres de fonds article 8 et 9. Donc fonds durables ESG, et on souhaite, et ça c'est la politique de notre maison, on ne revient pas en arrière, c'est-à-dire qu'on est dans une politique d'amélioration permanente, et donc la prise en compte de ces critères-là, ça se fait aussi au niveau de la sélection des sociétés de gestion et des supports avec lesquels on travaille. On travaille avec on est investi sur entre 15 et 18 sociétés de gestion différentes dans les mandats Edmond de Rothschild. Ça regroupe en moyenne entre 25 et 30 supports, parce qu'il faut vraiment se diversifier. Je sais que sur certains contrats avec des montants assez modestes, ça peut faire un inventaire un peu à la Prévert, et j'en suis vraiment désolé, mais c'est nécessaire dans la construction de portefeuille pour effectivement vraiment arriver au couple risque-rendement qu'on en attend nous, mais en tout cas en respectant, et ça fait partie des critères de sélection aussi de ces gens-là, des critères ESG. Bon, question pour Caroline, question de Vincent. Est-il possible d'avoir une poche en gestion libre dans un contrat actuellement en gestion pilotée? C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais pour nos clients notamment qui sont en fonds euros uniquement, on peut ajouter une poche en gestion pilotée pour diversifier son investissement. Mais alors dans l'autre sens? Dans l'autre sens, pour le moment, ce n'est pas encore possible. Mais donc si je veux, en fait, j'ouvre un deuxième contrat. Voilà, on ouvre un deuxième contrat, mais voilà, et puis on peut avoir la poche en gestion pilotée. En gestion libre, pardon. Simon, y a-t-il un minimum sur l'assurance vie pour la gestion pilotée? Ça aussi, c'est pour vous, Caroline. C'est 300 € minimum à l'adhésion. Et on parlait donc de la gestion combinée tout à l'heure. C'est 150 € minimum sur la gestion pilotée dans le cadre de la gestion combinée, disons. Très clair. Une question qu'on a reçue au moment de l'inscription et qu'on voulait absolument traiter, question assez longue, donc on va la découper pièce par pièce, mais elle rassemble bon nombre de problématiques qu'on peut avoir quand on débute sur un contrat d'assurance vie et nous a semblé très intéressante à traiter. C'est une question d'Anne qui me dit voilà, merci de me proposer cette conférence, jamais contracté d'assurance vie, je viens de le faire. Après avoir beaucoup hésité, de très nombreuses questions, en voici quelques-unes. Alors on va commencer, je le disais, les détailler. Le profil investisseur, les questions de Boursorama concernent-elles l'assurance vie prise chez elle ou bien je dois aussi inclure une assurance vie contractée dans un autre établissement? Alors, si je comprends bien la question, c'est est-ce que les questions concernent uniquement mon contrat ou tout ce qui se passe finalement ailleurs. Tout, exactement. Alors, il y a plusieurs étapes dans la construction du profil investisseur, notamment une partie de connaissance et expérience, où là, donc, c'est propre à chacun, en fonction de son expérience des supports d'investissement, des marchés financiers, et sa connaissance également. Il y a une partie risque aussi qui est propre à chacun, comment on réagit face au risque. Et après, on a toute une partie stratégie qui, là, est propre au contrat sur lequel on souhaite investir. Et là, on définit, en fait, son objectif et la stratégie propre à ce contrat. Bon, très clair. On a la question de profil investisseur, on a la question de la fiscalité. Comment et quoi doit-on déclarer sur sa déclaration en avril prochain? Alors, si Anne vient d'ouvrir son contrat, rien. Pour le moment, rien. Puisque c'est au moment de la sortie du contrat d'assurance vie qu'on va déclarer les plus-values. Donc, on a le profil, on a la fiscalité, on a maintenant quelque chose d'important, la clause bénéficiaire. C'est un élément important aussi du contrat. Je désire que mon fils soit seul bénéficiaire du montant de mon assurance vie. Est-ce possible? Mes frères et sœurs sont-ils réservataires? Cela signifie-t-il que je doive rédiger un courrier pour qu'il en soit le seul bénéficiaire? Est-ce un droit? Point important aussi, la clause bénéficiaire du contrat. Effectivement, on rappellera que
que trop. Il faut vraiment insister sur ce point. C'est l'avantage aussi du contrat d'assurance vie, puisque c'est un des avantages successoraux, c'est qu'on peut désigner un bénéficiaire comme on le souhaite. Ça ne rentre pas dans la succession. Donc si Anne souhaite dédier donc, ce contrat à son fils, il n'y a aucun problème. Elle le nomme bénéficiaire. Donc au moment de la souscription du contrat, on définit qui sont les différents bénéficiaires du contrat. Et cette clause est amenée à évoluer dans le temps également en fonction des aléas de la vie. On peut la modifier. Ça fait partie aussi des choses, de temps en temps, un peu comme son profil d'investisseur, de se repencher dessus parce qu'on peut quelquefois avoir envie de la modifier. Très bien. Et dernière question, il est conseillé de diversifier les contrats d'assurance vie, mais cela n'est pas alors l'occasion d'augmenter les frais de gestion et autres frais et la fiscalité. Ah oui, vous me demandez de diversifier, mais si j'ai des frais à chaque fois que j'ouvre un contrat. Alors c'est ce qu'on précisait tout à l'heure, il n'y a pas de frais supplémentaires sur la gestion pilotée et si on souhaite changer de profil, il n'y a pas de frais non plus. Bon, ben voilà, très clair. J'espère que Anne, on a répondu à vos questions d'investisseuse qui étaient très intéressantes. Olivier, j'ai une assurance vie en gestion pilotée chez Boursorama. Peut-on, pour avoir en complément une gestion libre, faut-il ouvrir une autre assurance vie, ça on l'a dit, ou peut-on ajouter une poche de gestion libre dans une assurance vie en gestion pilotée? On le rappelle, ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Pas encore dans l'autre, effectivement. Okay, pas encore dans l'autre. Michel, je suis un ex-ING, mon contrat d'assurance vie en gestion pilotée était traité par Generali. Qu'en est-il à présent? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, rien ne change, parce que donc, ça reste le même assureur. Oui. Juste la gestion pilotée est gérée par Rothschild & Co. C'était déjà le cas avant. Les offres dont on parlait tout à l'heure de bonus sont les mêmes, donc rien ne change pour les clients. Et tous les supports, toutes les fonctionnalités qu'on va ajoutés sur le contrat Boursorama Vie seront également présents sur le contrat des anciens clients ING. Jean-Philippe, est-ce que la gestion pilotée est adaptée à un profil d'épargnant prudent? Ça, c'est peut-être mes deux gérants que je vais solliciter là-dessus. Puis j'en ai une autre qui va venir. Hein, très prudent et compliqué. Oui. On appelle ça nous un mandat défensif. Oui. Par définition, d'abord, il va avoir un maximum à 30% en actions. Donc, par définition, il faut peupler aussi 70% de l'univers dans la poche obligataire. À nouveau, c'est de la recherche de rendement avec une possibilité sur un tiers à peu près du mandat, en moyenne, d'essayer de rentabiliser et de capter les opportunités sur les marchés d'actions. Donc, le terme prudent, aujourd'hui, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on voit que 2022, c'est une année où on va perdre de l'argent avec des obligations d'État, des emprunts d'État. C'est assez contre-intuitif, puisqu'on dit toujours qu'on a la garantie de l'État et que l'État est éternel, l'État paiera toujours ses intérêts, certes. Donc on a une garantie de signature de l'État. Pour autant, il y a une valeur de marché. Et quand les taux remontent, votre ancienne obligation, elle vaut forcément moins, puisque la nouvelle vous rapporte plus. Donc si vous voulez vendre la vôtre qui avait un coupon qui était inférieur, donc vous devez baisser le prix pour la vendre. Donc mathématiquement, quand les taux montent, les obligations baissent. Et effectivement, vous vous retrouvez effectivement avec vous pouvez effectivement perdre de l'argent sur des emprunts d'État américains, européens, français, même sur des OAT. C'est pour ça que le terme prudent est un peu délicat. On préfère le terme défensif parce qu'il y a une notion de rendement. Vous voulez ajouter quelque chose, Alexandre? Pour moi, le profil d'investisseur correspond en général à un horizon d'investissement. Et ce qu'on dit, je rejoins totalement Olivier, c'est que sur notre profil dit prudent, il faut quand même avoir 3 ans d'horizon de temps. Oui. Donc si la prudence correspond à j'ai besoin de cet argent dans 6 mois, c'est pas tellement adapté. D'accord, très clair. 2 questions sur l'ESG, sur l'investissement durable. Une première question de Berfo. Commentaire intéressant sur les choix ESG qui écartent industrie de défense, hydrocarbures. Question, donc le choix ESG serait-il à utiliser avec prudence et sans y mettre tous ses œufs, donc tous les œufs dans le même panier? Et puis, une autre question de Lapeng. Vous dites que les investissements ESG sont sur le long terme, alors pourquoi vous en mettez dans les mandats réactifs? On va peut-être commencer par la première. Oui. Alors, rappelez-moi la première question. Alors, première question ESG, c'est effectivement, vu qu'on peut avoir de l'exclusion sur les convictions ESG, est-ce que ça veut dire que il faut avoir à côté de l'ESG peut-être des choses pas ESG? J'ai envie de dire, c'est un choix très personnel, ça. Oui, c'est un choix personnel, c'est le choix de la diversification totale ou non. C'est vraiment une question de conviction. Nous, on a fait le choix aujourd'hui dans les mandats, dans les profils qu'on présente, d'avoir finalement des investissements centrés autour de ces thématiques ESG qui
diversifie quand même déjà. Il faut faire attention à l'abus de langage entre investissement socialement responsable, ESG, et parfois l'amalgame est vite fait avec juste environnement, transition énergétique. Ce n'est pas que ça. Donc il y a déjà une diversification au sein de ces thématiques-là. Après, effectivement, si vous voulez aller spécifiquement sur les secteurs qui sont exclus par l'ESG, on en parlait, les énergies fossiles, l'armement, le tabac, etc., vous pouvez, mais là, effectivement, il faut diversifier, et ça dépend des convictions de chacun. Voilà, c'est aussi... bon, il faut quand même rappeler quelque chose qui peut sembler évident, c'est aussi un investissement de conviction, quelque part, le ESG, donc... Tout à fait. Ça peut, voilà. Et sur la deuxième question, ah oui, Olivier, bien sûr. Juste un petit truc. À propos des énergies fossiles, par exemple, en fait, dans la qualification ESG, les sociétés de gestion peuvent avoir des politiques, des doctrines un petit peu différentes. Il y en a certaines... c'est pas toujours clair pour l'investisseur particulier. Il y a l'exclusion, mais il y a aussi l'accompagnement. Comme disait tout à l'heure Alexandre, quand vous avez encore 80% de l'énergie fournie sur la planète, enfin utilisée, qui vient des énergies fossiles, il faut être dans une logique d'accompagnement et de transition. Ça veut dire qu'il ne faut pas forcément non plus couper les financements à des grandes majors pétrolières, parce que c'est elles aussi qui vont avoir la capacité de financer la transition. Donc c'est pas forcément du greenwashing aussi comme on le croit, c'est aussi une question de conception, de philosophie. C'est une question de doctrine, effectivement, et de philosophie ESG. Et donc on peut se retrouver, pour répondre à la question qui était posée, avec des sociétés de gestion qui, sur une même thématique, certaines vont en avoir, d'autres n'en auront pas. Et ça suppose aussi ça de l'investisseur, il faut un petit peu s'intéresser aussi et essayer de creuser un petit peu pour comprendre, quand on est sur une gestion ESG, comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Et donc oui, sur l'ESG long terme, donc pourquoi du réactif, j'imagine que c'est l'affrontement court terme, long terme dont Berfo veut parler. Oui, nous on n'a pas de profil appelé réactif, c'est prudent, équilibré ou dynamique. Alors peut-être dynamique. Dans le dynamique, c'est juste que l'investissement en soi, le profil du portefeuille est plus risqué. Ça ne veut pas dire que les convictions changent tous les 4 matins, si je puis me permettre. Non, mais c'est bien de le rappeler, on reste sur des thématiques longues, mais la poche action est plus importante, le risque est plus important. Et donc c'est pour ça qu'on l'a appelé dynamique. Donc ça, en fait, ça définit les profils de risque, mais pas le nombre d'arbitrages. Bien sûr, très clair. Re-question de Berfo, ça c'est pour vous, Caroline. J'ai une assurance vie gérée sous mandat par Rothschild Asset Management. Que vient faire Sycomore Asset Management dans cette conférence? Est-ce une autre option de gestion sous mandat? C'est l'occasion de le clarifier. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Deux gérants pour la partie gestion pilotée sur Boursorama Vie, et avec des convictions qui se rejoignent sur certains points et qui divergent sur d'autres, ce qui permet d'avoir le choix. Voilà, on vous rassure, Alexandre, c'est pas rentré comme ça subrepticement sur le plateau. D'ailleurs, Pierre-Jean nous demande si on veut avoir une assurance vie gérée par les 2 sociétés de gestion, faut-il créer 2 contrats? Ou est-ce qu'on peut avoir 2 poches de GP? Pour le moment, il faut ouvrir 2 contrats. Vous avez compris, l'intérêt de Caroline, c'est de vous faire ouvrir des contrats d'assurance vie, et c'est bien normal. Question de Jacques, peut-on changer de profil indéfiniment et le changement est-il immédiat? Allez, si j'arrive pas à me fixer... Alors Jacques, c'est peut-être pas quelque chose qu'on vous conseille, ça c'est autre chose, mais est-ce qu'on peut le faire? Dans les faits, il est possible de le faire sans frais. Après, donc c'est un changement de mode de gestion, mais 2 jours à être opérationnel, donc il faut compter les 2 jours d'investissement. Bon, 2 jours, Jacques, c'est quand même plutôt rapide. Benjamin nous posait la même question sur les 2 types de gestion pilotée. Ça, c'est bien, ça veut dire que vous avez convaincu tous les 2 sur la même assurance vie. Donc, ce sera 2 contrats. Patrick, pareil, qui nous disait dans un contrat ouvert en mode gestion pilotée, peut-on y ajouter de la gestion libre? Donc ça, on y a déjà répondu. C'est pareil, c'est un autre contrat. Donc ça, on y a répondu. Et je voulais revenir sur une question que j'avais vue. Ah oui, ça c'est... Il y a des questions qui sont compliquées. Gestion pilotée, ça on va y revenir parce que c'est un point important. Gestion pilotée et profil défensif, je continue à perdre de l'argent. Faire quoi? Attendre, changer de gestion. On a aussi des questions qui sont tombées sur le défensif n'a rien défendu, et donc peut-être revenir, même si c'était finalement le démarrage de cette webconférence, pourquoi le défensif n'a pas joué son rôle? Pourquoi on ne l'a pas retrouvé au rendez-vous de cette année 2022? Oui, sur le défensif, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, le défensif, en fait, il a de défensif le fait qu'il a une proportion d'actions, qui sont normalement la classe d'actifs que l'on considère la plus à risque, plus faible que sur un portefeuille, que sur un mandat équilibré ou dynamique. Le problème de 2022, et comme l'a montré le graphique du début, c'est que l'année 2022 a été exceptionnelle dans le fait qu'elle a heurté les obligations, qui sont une part
prédominante du portefeuille défensif. Et historiquement, depuis 15 ans, la partie obligataire est là pour défendre la performance en cas de tumulte sur la partie action. Et c'est ça qui n'a pas fonctionné en 2022. Nous, on trouve que c'est une année qui a été exceptionnelle et on ne pense pas qu'elle va se réitérer chaque année. Ce n'est pas le nouveau monde. Oui, on ne va pas se retrouver avec les actions et les obligations qui baissent en même temps chaque année. Chaque année. Oui. Ce n'est pas notre point de vue et d'ailleurs, ce n'est pas ce qui se passe depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, on est gagnant à la fois sur la partie obligataire, à la fois sur les obligations d'État et d'entreprise. Et également, on reprend bien le rebond sur la partie action. L'année a été tellement terrible que beaucoup d'investisseurs sont actuellement en retrait des marchés. Oui. Et c'est le conseil qu'on peut donner à votre cliente, c'est rester en retrait des marchés quand tout le monde est en retrait et que les craintes sont au paroxysme partout. En fait, c'est le moment où il faut justement y aller. Et c'est des questions, avec des versements programmés, avec des versements programmés pour lisser ces points d'entrée. Ouais. Laurent nous avait posé une question au moment de l'inscription. Peut-on, en gestion pilotée, privilégier certains marchés, par exemple la Chine, les valeurs technologiques, ou sommes-nous tenus de nous fier à l'avis des experts ? Oui. Oui. C'est tout l'intérêt, effectivement, la différence entre la gestion libre où on gère seul son contrat. C'est pas de la gestion peut-être conseillée, il y a ça aussi, il y a cette distinction. Donc là, effectivement, vous laissez le volant à Olivier et à Alexandre. Mais du coup, on a de la Chine et on a de la technologie. Faites-leur confiance pour en mettre. On module les poids au gré de nos convictions. Alors, est-ce qu'on a encore des questions en régie ? J'en ai encore quelques-unes, mais qu'on a plutôt traitées, parce qu'il est déjà 19h34. Bon, eh bien écoutez, je pense que c'était la question de la fin. Merci à tous nos experts pour ce bilan 2022, ces perspectives 2023. Moi, je retiens une tonalité plus optimiste sur 2023 et je pense que ça va faire plaisir et du bien aux clients qui nous regardent. Merci à tous pour cette webconférence ce soir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Comme à chaque fois, si vous n'avez pas pu assister à l'intégralité de ce webinaire ou que certains détails vous ont échappé, il y a le replay en ligne d'ici quelques jours pour tout revoir. Et puis, vous le savez, là aussi, c'est traditionnel. Restez encore avec nous quelques instants après le générique de fin, le temps de remplir un court questionnaire de satisfaction. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bonne soirée et à très bientôt.